Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits, c'est Geomentis Media et aujourd'hui je suis avec... Daria Viktorova. Enchantée Daria, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Déjà, bonjour à toi, bonjour à tout le monde, à tous les spectateurs, lecteurs, abonnés. Je te suis aussi, donc c'est vraiment, c'est trop bien tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Bravo. Et donc, moi, de mon côté, je suis Daria, responsable juridique en entreprise, en même temps aussi pilote projet IA en entreprise. Et j'ai aussi une activité externe qui s'ajoute en plus à mon CDI de responsable juridique. Donc, c'est formation. Je suis formatrice en intelligence artificielle pour les professionnels du droit. Et comme toi, on peut dire la créatrice de contenu. Créatrice de contenu, tout à fait. Avec ma newsletter qui s'appelle Daria Decrypte l'IA et les publications sur LinkedIn, voilà, sur Oui, quelques tu fais réseaux. partie des top legal voice, notamment sur LinkedIn, il me semble. Exactement, Oui, donc... je suis vraiment ravie de faire cet échange avec toi. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est génial. Qu'est-ce que tu pourrais dire que les gens comprennent mal de ton métier? Quand tu dis responsable juridique et formatrice IA, est-ce qu'il y a des interprétations fausses qu'on se fait de ton métier ou est-ce qu'on a quel est l'imaginaire, les préjugés que les gens ont sur ces métiers-là? Déjà, comme je cumule plusieurs casquettes, c'est un peu difficile à expliquer qu'est-ce que je fais exactement. Donc, je m'adapte selon le contexte. Par exemple, le côté responsable juridique, juriste en entreprise, donc là, c'est un petit peu plus facile à expliquer, mais en fait, des fois, même les étudiants en droit, ils ne comprennent pas c'est quoi notre métier. J'ai participé au forum des métiers dans une université il y a quelques mois. Et donc, du coup, il y avait les échanges avec les étudiants. Les étudiants sont venus poser des questions sur nos métiers. Moi, comme je fais partie de l'Association française de juristes d'entreprise, donc j'étais sur le stand de la FGE. Et donc, je parlais de mon métier de responsable juridique juriste. Les étudiants sont venus. C'était les étudiants de L2, L3, quelque chose comme ça. Et en fait, ils ne savaient pas c'est quoi la différence entre l'avocat et le juriste. Et en plus, juriste, responsable juridique, en fait, qu'est-ce que c'est? Et donc, j'ai expliqué en langage un petit peu plus clair c'est quoi exactement, que j'aide vraiment les entreprises à en fait, se mettre en conformité, voilà, à avancer sans se mettre au risque, etc., etc., que la vision plus stratégique qui s'ajoute aussi, le management de l'équipe, etc. Donc là, c'est quand même, c'est pas si simple. Et donc, quand on ajoute une couche supplémentaire d'IA, ça, c'est une autre problématique. En fait, les gens pensent que l'IA, c'est plus technique. C'est plutôt les informaticiens, les ingénieurs, etc. Et moi, qu'est-ce que je fais comme juriste qui parle de l'IA? Donc, tout au début, en fait, de mon activité, c'était un petit peu, voilà, pas très clair. Exactement. Et j'ai commencé à expliquer qu'est-ce que je fais exactement. Je forme les juristes, je sensibilise, j'explique un petit peu, en fait, c'est quoi l'IA, comment on peut appliquer pour vraiment sécuriser notre activité, encore une fois, et avancer plus vite. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Mais après, c'est vrai que j'ai aussi une sensibilité à cette compréhension-là aussi, parce que effectivement, je suis juriste moi-même, en entreprise aussi. Donc, j'ai quand même un biais de compréhension sur ça. Et en plus, j'ai fait une formation en droit du numérique. C'est vrai que je pense qu'on se rejoint sur pas mal de points. Exactement. Et donc, si tu devais expliquer ton travail à quelqu'un qui fait ni du droit, ni de l'IA, comment est-ce que tu l'expliquerais? Ah oui, donc là, ça devient encore plus compliqué. Donc, je peux dire tout simplement, en entreprise, je sécurise les contrats, j'alerte quand il y a les risques, quand la loi complique la vie de l'entreprise. Je ne dis pas non, mais j'aide à réagir, à mitiguer. Voilà, c'est ça. En fait, tout en respectant les lois quand même. Et donc, je fais ce lien entre le droit et la réalité de l'entreprise. Voilà, en clair, si... Très clair. Si je peux résumer. C'est très clair. C'est très clair. Et donc, tu es devenue une référence IA, notamment pour les juristes. Merci. Mais c'est vrai. Quel était ton rapport personnel à la technologie? L'IA, c'est vaste. Il y a beaucoup de sujets en lien avec l'IA.
Est-ce que tu étais plutôt quelqu'un qui était indifférente de base à l'IA, plutôt fascinée? Est-ce que tu étais plutôt méfiante? Comment est-ce que tu es arrivée à la formation en IA et quels ont été tes premiers pas justement avec l'IA? Oui. Bon, déjà, je suis très curieuse. Et donc, quand il y a une nouveauté qui sort, je regarde les nouveautés, je teste, etc. Et j'étais toujours très proche avec les nouvelles technologies. Même, moi, je suis juriste dans une société agroalimentaire. Donc, normalement, il n'y a pas de lien direct avec les nouvelles technologies. Mais en même temps, j'étais toujours proche du service informatique, du système d'information. On partageait même le même bureau pendant quelques années. Et du coup, j'étais toujours comme ça. Ah oui, ça c'est trop bien, moi j'aime bien cette idée. Et donc du coup, j'étais toujours à l'écoute. Et quand ChatGPT est sorti en novembre 2022, en fait, je me suis dit, bon, il faut que je teste ça. Tout le monde commence à y parler. Mais en fait, j'ai commencé à tester pour mes questions personnelles. Je me suis dit, bon, après, si je demande à reformuler mon message en langage plus clair, mais mon message pour le travail, bah, pourquoi pas? Donc j'ai commencé à tester. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Il faut que j'arrive à pousser un petit peu plus, en fait, cette utilisation. Donc, j'ai commencé à écouter les podcasts. À l'époque, c'était en anglais la plupart du temps. Et donc, je regardais les articles, j'ai testé. Donc, la meilleure façon d'utiliser l'IA, c'est la pratique. Donc, voilà, ça vient avec la pratique. Prompter, etc. Ça prend que. Exactement. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, j'ai quand même beaucoup de choses à partager. Et donc, j'ai commencé à faire les webinaires dans le cadre de la FGO. Il y a les juristes qui ont commencé à m'écrire sur LinkedIn pour savoir un petit peu plus. J'ai fait quelques échanges, je me rappelle très bien, un échange avec une juriste qui m'a sollicité et m'a dit, Daria, s'il te plaît, explique qu'est-ce que tu fais exactement. Je ne comprends pas du tout. Et en fait, je ne sais pas comment je peux utiliser l'IA dans mon quotidien de juriste. C'était 2023. Donc, c'était quand même, avec l'avancement des nouvelles technologies, en 2023, c'était un autre monde. Et donc, je fais cet échange, j'ai expliqué. Il m'a dit, mais oui, c'est vraiment. Donc, il faut que tu commences à faire les formations. Et donc, ça m'est venu comme ça. C'est la demande, en fait, qui a sollicité mon offre. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé cette activité. Mais j'attendais un petit peu quand même. Donc, j'ai lancé mon activité de formatrice en janvier 2025. Ok, génial. Ça fait 1 an, en fait. Oui, ça fait 1 an. Voilà, c'est ça. Mais génial. Est-ce que tu t'es dit à un moment précis, l'IA, ça va vraiment changer le métier de juriste? Est-ce que... et à quel moment est-ce que tu t'es dit que ça devenait essentiel en fait de aussi comprendre cette technologie et l'utiliser et voilà et en avoir les clés? Je pense que c'était vraiment avec mes premiers tests et avec vraiment les nouveautés, les mises à jour aussi. Parce que tout au début, on a eu quand même pas mal d'hallucinations. Donc, l'IA qui invente la jurisprudence, les références, les lois qui n'existent pas. Là, ça s'améliore quand même. On ne peut toujours pas les éviter. On ne pourra jamais les éviter. C'est le principe des algorithmes de l'intelligence artificielle. Mais en même temps, ça s'améliore. Et on a aussi maintenant les tactiques, les astuces à mettre en place pour encore diminuer tous ces limites et les risques, etc. Donc, d'un côté, c'est un super assistant qui nous aide au quotidien, mais de l'autre côté, il faut toujours garder notre esprit critique. Et en fait, on me s'est dit, si on cumule les deux, notre expertise, notre esprit critique et l'utilisation de l'IA, en fait, c'est ça notre avenir. Donc, et je pense que ça m'a venu après les premiers tests et après les mises à jour bien concrètes, notamment des ChatGPT, quand ChatGPT 4 qui est sorti aussi après 3.5. Qui était beaucoup plus performant quand même déjà. Est-ce que c'est dans ton parcours, ça a été difficile à assumer que tu utilisais l'IA ou à expliquer aux autres? Est-ce que ça a été compliqué d'expliquer qu'il y avait un changement de posture, peut-être une prise de parole sur ce sujet-là et comment tu as fait? En fait, quand j'ai commencé à parler de l'intelligence artificielle, je t'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? En fait, même en entreprise, c'est plutôt IT qui va s'en occuper. Donc, juriste, qu'est-ce que tu vas faire avec l'IA? Et finalement, donc, c'était un petit peu une barrière tout au début. Mais je pense que j'ai quand même réussi à surmonter cette barrière vraiment en publiant pas mal de choses, en communiquant plus sur le sujet et j'aime bien faire la sensibilisation. Et donc,
quand je fais découverte par moi-même, je les partage. Et donc, sur LinkedIn ou maintenant sur un newsletter. Et en fait, les gens, ils voient que, ah bah oui, effectivement, on peut tester, on peut faire comme ça. Donc, le sujet est beaucoup plus large que juste, du coup, la technologie elle-même. Par exemple, si on parle des prompts, savoir prompter, c'est pas prompt engineering pur, c'est pas très technique. Donc, il faut juste savoir comment poser des bonnes questions pour avoir les réponses pertinentes. Et donc là, en fait, c'est la découverte qu'on fait et je pense que tout le monde est concerné maintenant. Tu vois, tu l'utilises aussi, l'IA, j'imagine. Tout à fait. Voilà. Moi, j'utilise et je pense que c'est essentiel, même si on souhaite ne pas l'utiliser parfois, de la connaître et savoir la maîtriser, ou en tout cas savoir en maîtriser les codes pour pouvoir détecter quand justement l'autre utilise l'IA et où, à quel moment est-ce qu'elle pourrait nous être utile, nous faciliter la tâche. Pour certaines tâches encore, l'IA n'est pas utile pour les tâches très poussées de réflexion ou autres parce qu'il faut aller profondément dans le sujet. Elle n'arrive pas au niveau de la nuance, à apporter la nuance que l'humain propose, mais par contre pour de l'automatisation sur certains points ou sur de la recherche peut-être superficielle ou englobante pour généraliser, elle est utile et je pense qu'elle facilite aussi la vie ou la direction qu'on pourrait prendre. Elle sert aussi à aiguiller des fois nos réflexions, donc oui, tout à fait, j'utilise. Aujourd'hui, est-ce qu'avec le recul, il y a une partie de ton parcours qui te semble déterminante, qui te paraît déterminante aujourd'hui, mais si on regarde ton LinkedIn, on ne se dit pas que c'est ça qui a fait la différence. Qui a fait la différence. Déjà, je pense c'est mon déménagement en France. Parce que à la base, je suis russe. Tu entends bien mon accent, je ne l'ai pas changé. Donc, même si je parle de plus en plus mieux français, mais je ne change pas mon accent russe. Et donc, j'étais déjà juriste, directrice juridique en Russie. Et après, je me suis dit, bon, il faut que je change quand même quelque chose. Donc, j'ai décidé de changer le pays. Je connaissais presque personne en France. Donc, j'ai déménagé toute seule avec mon sac à dos, une petite valise, one-way ticket pour Paris. Et en fait, je pense que ça, c'était vraiment le moment déterminant. J'ai tout changé, j'ai recommencé de zéro. Je commençais du coup les études, stagiaire, juriste, responsable juridique. Donc, c'est le même chemin que j'ai déjà fait une fois en Russie. Et franchement, ça ne se voit pas trop sur LinkedIn non plus parce que, bon, quand on parcourt, voilà, il y a des expériences, etc. Mais ça, c'est vraiment la première chose. Et deuxième chose, c'est l'intelligence artificielle. L'arrivée, voilà, comme je t'ai dit déjà, des chats GPT. Et ça a changé. C'était encore un challenge pour moi. Le déménagement, c'était déjà un gros challenge. Là, se mettre à l'IA et appliquer l'IA dans ma vie quotidienne de juriste, ça, c'était un super challenge aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? À quoi ça ressemble une semaine type? Parce qu'effectivement, tu disais tout à l'heure que tu as beaucoup de casquettes. À quoi ressemble une semaine d'Aria? Une semaine d'Aria, effectivement. C'est une bonne question. Et mes semaines, ça ne ressemble pas du tout. Déjà, si on parle juste de mon activité de responsable juridique, comme on est dans une société ETI, donc une taille intermédiaire, et en fait, on n'est que deux dans le service juridique. Et donc, comme tu peux comprendre, on fait tout. En fait. Les juristes sont vraiment les généralistes. Il n'y a pas de spécialisation. Toi, tu fais les contrats. Toi, tu fais propriété intellectuelle. Toi, tu t'occupes de l'immobilier. Pas du tout. Donc, on ne sait pas quel sujet va arriver. Est-ce qu'il y aura un litige? Est-ce qu'il faut signer un contrat en 24 heures? Est-ce qu'il faut vraiment aller voir le notaire? Est-ce qu'il faut... Voilà. Donc, tu vois, c'est quand même imprévisible. Même si le cadre il reste quand même le même, mais les dossiers changent. Donc, d'une semaine à l'autre. Par exemple, il y a quand même le socle, voilà, la révision de contrat, évidemment, la veille, le suivi de dossiers en cours, etc. Après, donc ça, c'est ma journée. Je suis en CDI, c'est ma journée, le management de l'équipe aussi, quand même, vision plus stratégique, animation, des réunions. Et comme je pilote aussi le projet IA en entreprise, donc tout ce que j'ajoute en plus, sont les relations avec les opérationnels, avec les autres directions, les échanges sur les cas d'usage
à identifier pour appliquer l'IA. Aussi, du coup, je fais des formations en interne. Donc, j'ai déjà formé à peu près 180 collaborateurs depuis l'année dernière en interne dans notre entreprise chez Darigal. Et donc là, c'est quand même, ça peut s'ajouter aussi sur du coup, la volet formation en interne, mais en plus externe. Donc, quand j'arrive le soir à la maison, donc quand je couche les enfants, et donc du coup, à partir de 21h, c'est mon temps en moi pour mon activité supplémentaire. Donc, les échanges, les réponses par mail, du coup, la préparation de mes offres, les landing page, j'apprends quand même les nouveaux métiers, à faire un petit peu des pubs, voilà, comment je peux bien créer du coup mon offre, les trucs marketing, j'écoute les podcasts, etc. Donc là, c'est vraiment le soir. Et souvent, le week-end aussi, c'est la création de ma newsletter que je publie tous les mardis. Et donc, ça prend pas mal de temps. Donc, c'est bien chargé, tu vois. Oui, c'est bien chargé ta semaine. Effectivement. Beaucoup de juristes s'interrogent de savoir si c'est un nouveau métier d'être juriste, ou avoir une casquette IA, ou est-ce que c'est une extension du métier de juriste. Pour toi, qu'est-ce que c'est ? C'est plutôt une extension ou un nouveau métier, entre guillemets? Je pense que c'est plutôt une extension. Et donc, ce sont les compétences qui ajoutent en plus, du coup, à notre métier de juriste et les compétences qui sont vraiment nécessaires. Et donc là, il faut s'y mettre. Si ce n'est pas encore le cas, il faut vraiment s'y mettre. On voit de plus en plus d'annonces, d'offres d'emploi pour les juristes qui demandent, du coup, les compétences IA directement pour être prise. Donc, on peut être pris, du coup, pour ce poste. Donc là, c'est quand même très important, mais il faut développer. Il faut développer ses compétences. Et c'est vraiment... Il y a les nouveaux métiers aussi qui s'ajoutent. Il y a, du coup, pas vraiment dans le secteur juridique, mais il y a les AI content creators, quelque chose comme ça, donc, où les gens qui vérifient la data qui a été déposée, s'il n'y a pas de biais, par exemple, si vraiment les volets de discrimination, et tout ça. Donc là, ce sont les nouveaux métiers. Pour les juristes, ça pourrait être intéressant aussi de regarder les nouveaux métiers qui peuvent arriver avec l'utilisation de l'IA. L'éthique de l'IA, par exemple. Éthique compliance officer, quelque chose comme ça. Donc, ça, on voit déjà. Et par contre, pour les juristes en général, c'est plutôt une extension. Voilà. Ok, génial. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut faire ce que tu fais aujourd'hui, selon toi, quelles sont les compétences qui sont nécessaires? Déjà, avoir une base solide, du coup, pour le droit. Donc, suivre une formation de base, du coup, en droit, moi, c'est plutôt droit des affaires, ce que je fais, droit d'entreprise. Et ensuite, ajouter une couche sur l'IA. Donc, c'est former à l'intelligence artificielle. Il y a pas mal, d'ailleurs, formations gratuites qui existent. Commencez vraiment par les formations de base. Et ensuite, quand même, voir comment vous pouvez appliquer l'IA à votre métier. Et donc là, suivre plutôt les formations plus spécialisées, focus juriste, avocat, voilà, ou le professionnel du droit en général. Et j'ajoute aussi la curiosité et du coup être toujours à l'écoute, être toujours en veille en fait, parce que ça évolue énormément. Oui, très vite. Droit, ça évolue très vite. L'IA, ça évolue encore plus vite. Et donc, si on veut suivre les deux, il faut quand même faire très attention. Oui, tout à fait. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que le métier de juriste, il est sous-payé, il est bien payé ou mal positionné par rapport à sa valeur réelle, selon toi? C'est encore une bonne question. C'est une question piège. C'est un peu une question piège, mais en vrai, je pense que ça dépend aussi du juriste, mais c'est aussi... la valorisation et la médiatisation du métier de juriste, c'est-à-dire la compréhension des enjeux auxquels va être confronté le juriste et comment est-ce qu'on arrive à le valoriser en entreprise notamment. Et donc, je pense que ça dépend aussi du juriste que l'on est et combien on est payé. Et le range, l'échelle, la fourchette est très large. Exactement, c'est très large. Ça dépend aussi de la région. Si on est dans la région parisienne, ce ne sont pas les mêmes salaires que dans les autres régions. Déjà, ça se voit. Et j'ai discuté, la semaine dernière, j'ai fait une formation dans le sud de la France. Donc, on a aborder ce sujet, bien évidemment, aussi avec les juristes. On ne parle pas que de l'IA lors de mes formations. Tout à fait.
On parle d'autre chose, évidemment. Voilà, on parle d'autre chose. Et le constat, il est là, en fait. Il y a vraiment la grande différence entre les régions et du coup, Paris et Île-de-France. Et donc, à mon avis, quand même, on reste sous-payé aussi. Mais c'est à nous de montrer notre valeur. Oui. Et donc, il y a la vision des business partners ou business enable ou les autres définitions qu'on peut donner. Donc, avoir cette vision plus stratégique et venir parler de notre valeur au CODIR, COMEX, la direction et montrer les chiffres aussi. Donc, quand tu viens avec les KPI, donc les Performance Indicators, donc du coup, tu montres. Donc, voilà. Je vous ai invité contention bien temps avec mon CLM, donc Contract Lifestyle Management Tool, donc solution pour la gestion des contrats. On a diminué la tacite reconduction automatique comme ça, donc on a évité de payer telle somme cette année. Donc là, avec les rappels, ça a très bien marché. Donc tu vois, il faut vraiment venir montrer la valeur. On parle souvent aussi des sanctions, par exemple. Bon, moi, je vous ai averti qu'il y a une nouvelle loi qui va s'appliquer. Donc, attention, donc, on a évité peut-être à payer telle somme aussi. Et donc, quand tu viens avec les chiffres, tu montres le résultat. Tu dis, juriste, quand même, ça sert à beaucoup de choses. Et donc, il faut vraiment se battre pour avoir la rémunération qui vraiment confirme notre valeur et qui est vraiment très, très adaptée à notre niveau aussi. Tout à fait. Et on demande de plus en plus aussi aux juristes qu'ils soient de plus en plus tout-terrain et qu'ils soient de plus en plus généralistes, mais en même temps, tout en restant généralistes, qu'il ait des connaissances très spécialisées dans tous les domaines. Tous les domaines. Et comment on évolue au niveau de la rémunération, quand on ajoute une casquette IA, est-ce qu'il y a vraiment une différence selon toi si on s'ajoute cette casquette-là IA ou pas du tout au niveau de la rémunération en fait, je pense que ça peut jouer, mais le plus souvent, en fait, c'est plutôt le choix du candidat, en fait. Donc, si tu montres que tu sais utiliser l'IA, pas juste parler à ChatGPT, la version gratuite, mais vraiment montre que tu peux appliquer l'IA sur les cas d'usage bien concrets. Par exemple, un entretien, tu peux dire, moi j'utilise un notebook LM pour faire la synthèse des documents juridiques, la nouvelle loi qui est sortie. Moi, je l'ai écouté en podcast, j'ai créé un podcast sur notebook LM, c'est facile. Donc, tu montres vraiment, tu parles des solutions que tu utilises. Par exemple, moi, j'utilisais telle solution pour la recherche de jurisprudence. Il y a qui m'assiste, mais en fait, c'est moi qui prends la décision. Donc, tu montres tout ça et tu veux vraiment valoriser. Et comme je t'ai dit, de plus en plus d'offres d'emploi demandent ces compétences. Moi, je change pas mal avec les directeurs juridiques, avec mes collègues juristes, etc. Et donc, maintenant, tout le monde me dit... pour les futurs juristes, j'ajoute dans l'offre compétence IA. Et donc, vraiment, c'est demandé parce qu'on peut avancer plus vite en entreprise. Et pas, en fait, l'IA, encore une fois, là pour pas nous remplacer, mais plutôt, du coup, pour faciliter effectivement notre travail. Donc, je pense que ça peut se jouer sur les rémunérations si tu sais montrer vraiment tout ce que tu sais faire avec l'IA et comment tu peux faire gagner en entreprise. C'est quoi le ROI, en fait, concret de ton utilisation d'IA et comment ça peut aider à l'entreprise. Tout à fait. Et si tu devais recommencer à 25 ans aujourd'hui, est-ce que tu ferais les mêmes choix professionnels? Et pourquoi? Est-ce que tu choisirais le droit? Déjà, à 25 ans, j'étais en Russie encore. Effectivement, je pense que effectivement, tout ce que je pourrais faire, c'est mettre une nouvelle technologie encore plus en avance tout de suite et apprendre encore beaucoup de choses. Suivre les parcours spécialisés, peut-être en droit et nouvelles technologies aussi, parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et ça m'intéresse aussi énormément. Et vraiment suivre tout ce qui se passe. Mais vraiment, tous les jours, c'est assez compliqué, je te dis. Mais bon, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre et il faut commencer. Tout à fait. Quel est donc un peu, on va parler un peu de la partie coulisses, conviction, évolution. Est-ce que dans les directions juridiques, il y a une peur de l'IA et qui est
peut-être pas avoué dans son utilisation et autres, et auquel tu sais que ça te revient dans tes échanges, notamment avec les autres directeurs juridiques ou... tu sais, moi, à chaque formation, je pose la question aux directions juridiques et aux étudiants aussi que je forme, c'est quoi votre plus grande inquiétude par rapport à l'intelligence artificielle? Et les juristes répondent souvent la confidentialité des données, il y a du partage des données personnelles, donc plutôt folie juridique. Mais en réalité, en fait, tout ce que je découvre quand je creuse un petit peu plus, en fait, ils ont plutôt la peur de l'inconnu. Parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. Ils ne savent pas sur quelle base, sur quelle data, en fait, l'IA a été entraînée, comment les algorithmes fonctionnent, c'est quoi, en fait, le principe de base. Donc, tu vois, la prédiction du mot suivant, le principe de base de l'intelligence artificielle, en fait, ce n'est pas encore très clair pour les juristes. Et donc, d'où, en fait, l'importance, encore une fois, de poser des bonnes questions, commencer par vraiment une formation généraliste et après, ensuite, aller un petit peu plus loin. Donc, pour moi, c'est vraiment la peur de l'inconnu qui est moins avouée quand même. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as déjà vu des projets IA juridiques échouer pour des raisons humaines et lesquelles et pourquoi? Oui, tu peux donner? Oui, bien évidemment. Pas que les projets en fait IA, mais plutôt les projets de digitalisation en général aussi. Donc, l'erreur qu'on peut faire, c'est commencer par le choix de l'outil. Oui. Et donc là, on commence pas par notre besoin, mais on commence à choisir plusieurs solutions, par exemple l'IA qui existe sur le marché. Et donc, mais non, ça va pas du tout. Donc, il faut déjà faire le travail préliminaire, comme j'ai dit. Bien définir les besoins et cartographier déjà les outils qu'on utilise en interne. Peut-être un de ces outils peut nous aider si on ajoute une couche supplémentaire de l'IA. Pourquoi pas? Et aussi, je te donne un exemple bien concret. C'est le cas d'usage rêvé par plusieurs directions juridiques. C'est le chatbot juridique. Chatbot interne. Donc, imagine, du coup, tu crées un assistant ou un agent IA. Et tu donnes l'accès à tous les opérationnels commerciaux, n'importe qui dans ton entreprise, qui peuvent poser des questions sans solliciter la direction juridique. Donc, par exemple, pour les questions assez classiques, où je peux retrouver le CABIS, ou les questions un petit peu plus, c'est quoi le seuil pour passer ce contrat en révision, quelque chose comme ça. Et donc là, en fait, c'est le cas d'usage qui est assez basique, en fait, et ça revient souvent quand je pose les questions sur le cas d'usage. Sauf qu'en réalité, ça ne marche pas très bien. Tu sais pourquoi? Et ce n'est pas parce que c'est assez facile, c'est difficile à faire, non, pas du tout. Parce que ça demande du travail en amont. Donc, la préparation, le playbook, les FAQ, etc. Donc, le savoir-faire du service juridique qu'on va mettre du coup dans cet assistant, mais pas que. Donc, ça commence à bien marcher, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe après? Il faut toujours faire la maintenance, l'amélioration continue. Et du coup, les juristes commencent à s'énerver en disant je passe trop de temps à faire cette maintenance, à réviser du coup les FAQ, à ajouter les questions supplémentaires, à voir si l'IA dérive ou pas. Et donc du coup, le ROI en réalité, en fait, c'est pas très significatif par rapport à l'investissement des juristes. Tout à fait. Et donc tu vois les projets qui échouent et en fait il faut juste y penser en fait. Oui, c'est ça. En fait, ça met plus de temps s'occuper de la maintenance que de répondre à la question. Exactement. Par un petit Teams, je fais du illustratif, mais voilà. Et après, il faut bien savoir aussi, si tu crées un agent, il y a tout le monde maintenant parle des agents. En fait, c'est beaucoup plus complexe que les assistants, les GPT par exemple, qu'on peut créer sur ChatGPT. Il faut payer en fait à chaque consommation des tokens. Donc, quand tu poses la question, il y a du coup le déclenchement des tokens, des consommations de tokens qui s'activent. Et donc là, c'est pas encore bien connu non plus par les directions juridiques. Ils veulent mettre en place les agents IA, mais en fait, quand tu découvres qu'il faut payer à chaque transaction, entre guillemets, chaque conversation, en fait, ça freine aussi. Oui. Et parce que aussi le coût n'est peut-être pas si moins cher que ça en fait. Il faut bien trancher quand on commence les projets IA. Tout à fait.
Il y a aussi beaucoup de discours très positifs sur l'IA. Est-ce qu'il y a des choses qui sont inquiétantes, ou en tout cas où les gens devraient s'inquiéter ou faire attention dans leur utilisation de l'IA, mais qui n'est pas forcément très dit? Parce qu'effectivement, la confidentialité ou le fait que ça va remplacer les fonctions, etc., c'est des choses qui sont très médiatisées, mais il y a des choses peut-être qui ne sont pas médiatisées sur l'IA que tu connais, parce que tu es formatrice en IA, et qui, pour le coup, doivent être prises en considération. Déjà, la première chose, je pense que c'est la transparence du coup, de l'entraînement de l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas encore très ouvert. On ne sait pas vraiment d'où vient l'information. Et donc, avec AI Act, peut-être ça va évoluer en Europe, mais je pense que pour les entreprises, c'est très, très, très important de déjà regarder, en fait, au niveau de transparence. Et deuxième sujet, mais qui revient de plus en plus, c'est l'impact environnemental de l'IA. Le problème qu'on n'a pas de chiffres fiables. Et les études qui ont été faites, en fait, il y a quand même pas mal de contradictions. Et en fait, on ne sait pas combien que ça coûte une requête, par exemple, de ChatGPT ou de Gemini ou les autres solutions qui existent. En fait, c'est très, très vague. Et donc, ce sujet qui revient de plus en plus. J'ai fait une édition spéciale sur cette problématique dans mon newsletter, parce qu'il y a vraiment eu pas mal d'échanges ensuite. J'ai eu vraiment beaucoup de messages par rapport à ça. Donc déjà, remerciements pour aborder ce sujet, mais en même temps, on comprend bien que ce n'est que le début, donc il faut en parler. Tout à fait. Mais comment on peut récupérer les chiffres exacts qui les études nous disent pas la même chose? Est-ce qu'on consomme énormément avec la data center pour le refroidissement, pour l'énergie, pour CO2, etc. Mais en réalité, oui, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait aussi pour réduire tout ça? Et pour l'usage personnel aussi. Donc, c'est quand même un gros sujet. Tout à fait. En tant que formatrice, est-ce qu'il y a des choses qui frustrent beaucoup les juristes qui utilisent l'IA? Déjà, je pense, est-ce que l'IA va nous remplacer? Donc, c'est la question qui revient vraiment tout le temps. Et surtout pour les jeunes juristes. Donc, les jeunes juristes qui s'inquiètent du futur de leur métier. Et donc là, il faut aussi expliquer qu'on ne va pas remplacer le juriste, on va plutôt utiliser IA pour vraiment passer sur les tâches avec forte valeur ajoutée et laisser à l'IA de faire les tâches à faible valeur ajoutée, les tâches chronophages, ou là qui peut nous aider au quotidien. Pareil pour les jeunes juristes, il faut les accompagner. On ne peut pas arrêter de recruter les jeunes juristes, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, si on ne renouvelle pas, du coup, comment ça va se passer en entreprise? Donc, de toute façon, les entreprises seront toujours obligées de recruter. Par contre, elles vont faire beaucoup plus attention à la sélection des candidats, comme je t'ai dit, avec ou sans IA. Et donc, d'où l'importance de s'y mettre. De s'y mettre. Est-ce que l'IA... Est-ce que l'IA redistribue réellement les pouvoirs dans les organisations juridiques, ou est-ce que c'est un mythe? Est-ce que véritablement l'IA, elle répartit mieux justement, tu en parlais, les tâches à faible valeur ajoutée et les tâches à forte valeur ajoutée? Est-ce que ça redistribue un peu les tâches en interne? Je pense que ça commence à arriver aussi. Et donc, on a tendance de confier à l'IA vraiment les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Donc là, c'est sûr. Par exemple, le cas d'usage, la veille juridique. Donc, avec l'IA, ça marche plutôt pas mal. Mais il faut, encore une fois, savoir régler, en fait, créer les assistants ou régler les outils, nos codes, comme Make, NUITN, etc., les flux d'automatisation. Donc, pourquoi pas. Mais il faut aussi être sûr que l'IA va aller chercher les informations où il faut aller chercher. Et donc là, quand même, même si ce cas d'usage, la veille, on peut le confier à l'IA, mais c'est à nous quand même d'avoir, encore une fois, l'esprit critique pour faire la synthèse aussi et aller chercher un petit peu plus loin que l'IA, même si on donne les sources, tu vois. Tout à fait. Est-ce que ton exposition, notamment avec ta newsletter, avec LinkedIn, avec tes conférences, ça t'a coûté personnellement? Est-ce que ça a eu des conséquences plus personnelles, au-delà de l'aspect professionnel, plus personnel sur toi, ton management, ta façon de voir le monde, que sais-je?
Ah bah oui, exactement. Bah déjà, c'est la consommation de mon temps et d'énergie. Ça, c'est sûr et certain parce que c'est quand même, ça prend pas mal de temps. C'est chronophage. Mais en même temps, c'est ma passion. Oui. Donc, ça, c'est très bien. Bah, j'ai limité un petit peu, tu vois, par contre, le temps de lecture des livres parce qu'avant, je lisais beaucoup. Là, bah, l'année dernière, j'ai lu pas énormément. Juste les news en lien avec l'IA, tu vois. Oui, c'est par ça. exemple. Donc, les séries qu'on regarde de moins en moins aussi avec mon mari, tu vois, les trucs comme ça. Mais la famille, ça reste quand même la priorité. Hein. Donc, voilà. L'IA, c'est en plus, mais quand voilà, les tâches familiales sont faites. Et donc là, ça, je pense que ça m'a coûté quand même voilà, un temps et énergie, mais en même temps, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Déjà, les échanges avec les autres passionnés, avec les professionnels et avec les gens qui ne me connaissent pas du tout, tu vois, qui viennent me voir en disant « Oui, mais j'ai lu ta newsletter, j'ai lu ton édition. » Génial, les échanges. Franchement, c'est super intéressant. Ah, j'ai une idée. Et en fait, elles me partagent des idées pour les éditions suivantes. Ça, c'est vraiment, franchement, c'est top. Ou elles me partagent les livres à lire, les BD en lien avec l'impact de l'intelligence artificielle sur l'environnement. Bon, je savais même pas que ça existe. Et grâce à mes abonnés, bon, je le découvre. Et donc là, ce sont les échanges. Il y a aussi les partenariats que j'ai mis en place, bien évidemment, grâce voilà, à tout ça. Et donc, ça se développe de plus en plus. Donc, j'adore. Oui, mais c'est génial. C'est génial. Est-ce que si l'IA n'existait pas, tu aurais trouvé une autre manière de transformer le métier de juriste? Ah bah oui, bien évidemment. Qu'est-ce que tu aurais fait sans IA Sans IA, je pense que je partirais quand même sur les outils numériques aussi pour simplifier la vie. Déjà, si on n'a pas de l'IA, on a quand même tout ce qui est les outils de gestion des contrats, par exemple, gestion de corporate, du coup, gestion de la vie du service juridique aussi. Et les dépenses. Donc, voilà. Donc, je pense, je partirais plutôt vers les nouvelles technologies, même s'il n'y a pas de lien direct avec l'IA, mais juste pour simplifier notre vie, parce que j'aime bien simplifier la vie de juriste. Dans 5-10 ans, quel juriste pourrait disparaître, en tout cas, et lequel deviendrait incontournable? Si on parle de l'IA, bien sûr que les juristes qui n'utilisent pas, ça va disparaître, c'est sûr et certain. Et donc, on a quand même la vision que je vois passer un petit peu partout. Donc, dans 3 ans, on va déjà passer sur les cas d'usage encore beaucoup plus approfondis. Et sans l'IA, on ne pourrait pas faire grand-chose. Ça dépendra bien sûr du métier de juriste. Par exemple, si juriste d'entreprise, là, je dis oui, vraiment. Si tu es avocat, par exemple, en droit de famille, bon, il y a l'IA qui va t'aider, mais quand même, la priorité, ça reste la relation entre toi et ton client. Donc ça, c'est autre chose. Mais il faut quand même s'y mettre aussi, même pour mieux rédiger les conclusions, par exemple, etc. Donc, pour moi, même pour les professionnels du droit en sens large, donc il faut s'y mettre à l'IA. Sinon, notre métier, il ne va pas disparaître, mais la phrase que tout le monde dit, l'IA ne va pas nous remplacer, mais quelqu'un qui sait utiliser l'IA peut bien te remplacer. Donc, je suis plutôt, je vais dans cette direction. Oui, bien sûr. Ok, génial. Et donc, c'est ma dernière question pour finir. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose plus souvent et à laquelle tu vas répondre aujourd'hui? Alors, et donc, du coup, la question que les gens me pose pas assez souvent, mais il faut quand même y répondre. Alors, la question, et si le vrai risque, ce n'était pas l'IA, mais l'inaction? Et donc là, je répondrai, oui, vous avez tout compris. Vous avez tout compris, c'est exactement ça. C'est une bonne question de poser cette question plus souvent. Moi, j'aurais dit oui. Tout à fait. Ouais, tu as bien compris aussi. Donc, si je peux laisser vraiment un message, du coup, il faut s'y mettre, il faut pratiquer, il faut se former et tester, voir, ajouter l'esprit critique à tout ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, les résultats donnés par l'IA. Et donc là, ce sera vraiment un assistant parfait pour notre vie au quotidien, mais aussi notre vie professionnelle. Ok. Eh bien, génial. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin pour les personnes qui nous regardent et qui ont suivi cet épisode avec nous aujourd'hui sur les différentes plateformes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre? Un mot de la fin?
continuer à suivre IFA. Ça, c'est très bien, ça. Tout le monde devrait dire ça. J'adore. Exactement. Venez voir ma newsletter aussi, je peux dire, un petit mot de la Bien fin, sûr. donc, qui s'appelle Daria décrypte l'IA. Donc, moi, je partage, en fait, sans jargon, juste mes réflexions sur l'IA et tout ce que j'utilise au quotidien, les tips, les conseils, etc. Et donc, encore une fois, commencez à utiliser. Formez-vous et continuez à suivre les gens qui partagent tout ça avec vous. Eh bien, génial, merci beaucoup. On peut te retrouver donc sur LinkedIn, c'est ça? Oui, sur LinkedIn. Donc, Instagram aussi, Daria décrypte l'IA et du coup, la newsletter. Tout à fait. Eh bien, génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, j'adore ton contenu. Sache que je le suis aussi Très bien. de mon côté. Et je trouve ça génial et je pense que tu partages des choses super intéressantes. Ne pas hésiter, les personnes qui nous regardent, à poser des questions, à se renseigner un peu avec la newsletter qui est très intéressante. Et sinon, à te suivre. De toute manière, c'est gratuit dessus sur les réseaux sociaux. Donc, même écrire un petit message, moi, je réponds aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci et puis, à toi. c'était vraiment une chance d'être avec toi, Daria. Merci beaucoup. Merci, Eva. Et à bientôt. À bientôt.